Bonjour à tous, c'est Edwin, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo reading vlog où je continue enfin une saga. Enfin, pas tout à fait puisque je vais commencer une autre saga afin de continuer une saga. Vous avez sûrement deviné de quoi il s'agit. Il s'agit évidemment du tome 1 de La chair et le feu. Donc là c'est Une ombre dans la braise de Jennifer L. Armentrout. Pour continuer et lire le tome 4 de Le sang et la cendre, il faut que je lise d'abord celui-ci. Et ça y est, je m'y suis déjà mise. J'avoue que je n'ai pas attendu de commencer ce vlog pour commencer. J'en suis déjà à la page 228. Et je savais pas trop à quoi m'attendre. J'avais un peu peur. J'appréhendais, on va dire ça comme ça. Ouais, j'appréhendais vraiment de continuer dans le même univers, mais tout en étant avec d'autres personnages. Mais voilà, comme c'est le sens de lecture, c'est comme ça qu'il faut faire et c'est mieux au niveau de la compréhension de l'histoire ou pour pas trop se spoiler d'autres choses, etc. C'est mieux comme ça. Donc écoutez, j'ai suivi ce qu'il fallait faire et je comprends mieux pourquoi, rien qu'à la page 228, je comprends que effectivement, il y a des choses qu'on va savoir dans ce livre qui nous sont bien utiles pour comprendre Le sang et la cendre, puisque là on va suivre des personnages qui sont en gros... oui, d'ailleurs je vous ai pas précisé, mais si vous n'avez pas lu les tomes précédents donc de Le sang et la cendre, ne regardez pas cette vidéo sauf si vous n'êtes pas dérangé d'être spoilé. Quand je fais ce reading vlog, je peux vous spoiler, je vais éviter de spoiler les gens qui veulent lire ce livre, mais en tout cas je peux tout à fait vous spoiler sur des choses qui se sont passées dans les 3 tomes précédents, donc dans Le sang et la cendre. Voilà, au moins on est clair là-dessus, donc n'hésitez pas à quitter la vidéo si jamais vous ne comptez absolument pas être spoilé. Et si vous comptez pas lire la saga et que vous en fichez, vous pouvez continuer, il n'y a aucun souci. Dans tous les cas, donc je vous disais, on sent bien qu'on va connaître des choses. Et là, ici, on est donc sur les personnages, si je ne me trompe pas, qui sont les... Alors attendez. Les grands-parents de Poppy. Voilà. Si je comprends bien. Il me semble que c'est ça. Si je ne me suis pas trompée, grands-parents ou arrière-grands-parents? Non, je crois que c'est les grands-parents. Ouais, c'est ça. Les grands-parents. Avec les infos que j'ai, pour moi, c'est les grands-parents. Donc du coup... Là on va suivre ces 2 personnages, les grands-parents, et en fait on va apprendre quelque chose dans ce tome, puisqu'on va comprendre qu'il y a déjà eu une pucelle. Si vous vous souvenez bien, dans la trilogie avec Le sang et la cendre, on se pose la question. Poppy se pose la question. On lui a déjà dit, on lui a parlé du fait qu'il y avait une autre pucelle et que ça ne s'est pas bien terminé pour elle. Et bah quand elle va en Atlantie, personne n'a jamais entendu parler de cette pucelle. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de pucelle ? Et là elle se dit bah ok, il n'y a jamais eu de pucelle, c'était encore un mensonge de la part des élevés. Bon, ok. Et là on arrive et on se rend compte que sa grand-mère était une pucelle. Et là on comprend qu'ok, peut-être que les élevés n'ont pas menti sur toute la ligne. Et donc on va bien voir. On va bien voir ce que ça va donner. Et le but en fait de cette pucelle n'est pas dans le même genre que Poppy, puisqu'en fait le but ici, c'est que bah elle doit absolument, pour sauver son peuple, notamment de la famine, puisque la gangrène en fait envahit complètement les terres, et donc bah pour sauver le royaume, cette princesse doit absolument épouser le dieu, voilà, le dieu de la vie et de la mort. Et sauf que bah le dieu, au moment de venir la chercher, il est venu, il lui a dit qu'il avait pas besoin de consorte et il s'est barré, voilà. Donc là on retrouve notre personnage qui a d'ailleurs un très beau prénom puisqu'elle s'appelle Serafina. Serafina, moi j'arrive pas à le dire Serafina, donc je dis Serafina, désolée. Mais ouais, Sera, j'adore ce prénom. Et en fait elle est... Bah voilà, elle se retrouve 3 ans plus tard, là elle a 20 ans, elle est censée être la consorte de quelqu'un qui n'a pas voulu finalement d'elle, elle ne sait pas pourquoi. Et elle rencontre un dieu. Elle ne sait pas son prénom, elle ne sait pas exactement ce qu'il est, mais elle sait qu'il fait partie des dieux qui travaillent pour ce dieu-là justement. Donc on va pas non plus dévoiler qui elle est, mais voilà. Donc là on entame justement cette relation amoureuse entre ces 2 personnages et ça débute. Et bah forcément Sera, son seul but dans la vie c'est de tuer le dieu, l'originel donc de la vie et de la mort, qui est le dieu des dieux finalement, puisque c'est le seul moyen de pouvoir sauver ses terres et son peuple.
Sachant que Serra, le peuple ne sait pas quelle est la princesse. Voilà, son père a tout simplement fait un pacte avec ce dieu, justement l'originel, en disant voilà, je te donnerai ma première-née comme consorte. De fait, bah, ils n'ont pas dit aux autres, enfin au peuple, qu'ils avaient une première-née. Hein. Ils n'ont jamais dit au peuple d'ailleurs qu'il y avait ce pacte pour les sauver tous. Donc elle est la princesse qui est censée être l'héritière, mais personne ne le sait, et donc bah voilà, elle est la dame de compagnie de sa mère finalement aux yeux de tous. Et voilà, et donc c'est son frère, demi-frère pour être exact, qui tout simplement eh bien, va hériter du trône, et ça a l'air d'être un bon... Bah pas un bon personnage justement, un bon méchant, en tout cas il a pas... Ouais, il a pas la gentillesse comme skill principal, on va dire ça comme ça. Donc bref, j'en suis au tout début et ce que je peux déjà vous dire c'est qu'il y a énormément de similitudes avec le sang et la cendre. Bah déjà on est sur une pucelle, mais là ça nous apprend justement d'autres choses, on apprend des choses sur l'univers, des choses que bah Poppy et Castile ne savent même pas, donc ça c'est cool. Mais je veux dire qu'il y a des similitudes dans les schémas que fait l'autrice. Est-ce que c'est juste parce qu'elle adore ça? Est-ce que c'est juste parce qu'elle s'est dit ok ça a fonctionné avec Castile et Poppy donc je continue là-dessus? Par exemple on a, et ça peut-être que c'est aussi expliqué du fait que ce soit la grand-mère de Poppy, je sais pas, peut-être que c'est ce qu'a voulu faire l'autrice, mais en tout cas on a une Serra qui sait se battre, toute seule. Et on a une Serra qui adore poignarder cette personne qu'elle aime et qui menace du coup de poignarder cette personne à tout bout de champ, un peu comme Poppy, un peu beaucoup comme Poppy. Et on a donc en face d'elle un dieu dont on ne sait pas encore le nom, enfin il l'a dit là récemment comment il s'appelait, mais je vous laisse le découvrir. Et bah, ce dieu il aime bien justement ces petites menaces, hein. On n'est pas censé menacer un dieu comme ça sinon on meurt tout simplement. Mais lui ça le fait bien rire en fait, hein. Le courage et surtout le fait qu'elle ait pas peur de mourir comme ça l'amuse et il est attiré en fait par elle et ça l'amuse beaucoup, voilà, de voir qu'elle pourrait le poignarder dans leur relation, bref. On est un peu sur le même schéma avec Castile et Poppy quand même, on va pas se mentir. Il y avait autre chose aussi, j'avoue que j'ai oublié mais j'y ai pensé ce matin même. Il y a aussi autre chose que ça j'ai pas oublié par contre, qui m'intrigue beaucoup, c'est que là de toute évidence les Lycans ne sont pas encore là. Donc j'espère que dans cette saga qu'on va suivre on va voir la naissance des Lycans. Je pense même très fortement, je pense avoir deviné pourquoi les Lycans vont apparaître justement. Je vous dis ma théorie, si jamais vous n'avez pas lu le livre, coupez court à la vidéo. Je vous mettrai au pire un petit un numéro, enfin un timer pour vous dire quand est-ce que vous pourrez reprendre la vidéo sans spoil ou sans théorie, puisque c'est pas vraiment un spoil puisque c'est juste ma théorie. Mais ma théorie c'est tout simplement que eh bien elle va... le dieu dont on a affaire est tout simplement l'originel qui n'a pas voulu d'elle, c'est ma théorie. Et ma théorie c'est que du coup comme elle est mortelle, tout simplement, il va faire en sorte que les Kiyu, donc les loups, qui sont devenus des Lycans, eh bien puissent être justement des Lycans et qu'il y ait l'union pour qu'elles puissent avoir la vie éternelle quasiment. Voilà, c'est ma théorie. C'est ma théorie pour la naissance des loups Kiyu, tout simplement parce que on vient de voir, on vient de comprendre là dans le début du livre Serra qu'elle a des dons qui nous rappellent très fortement Poppy et elle a tout simplement réussi à faire quelque chose de positif envers un Kiyu, donc un loup. Et donc bah, je me dis que peut-être il y a un lien, que tout va se recroiser à un moment donné et que ce sera le pourquoi du comment les Lycans existent. C'est possible. Bref, donc j'en suis à la page 228, il y avait d'autres choses effectivement que j'avais vues en lien avec Castile et Poppy qui ressemblaient beaucoup, qui faisaient un peu le même schéma. Mais là je les ai oubliés, donc si ça me revient j'essaierai de le noter pour ne pas oublier, ce serait plutôt pas mal. Mais voilà, donc page 228, j'aime toujours autant, alors je suis moins dedans on va dire parce que bah, c'est pas Castile et Poppy et qu'il y a quand même beaucoup de similitudes qui font que je suis un peu perturbée par le fait que bah... on est quand même dans le même univers à la base, mais
gros truc positif, le truc qui fait que j'adore cette lecture, c'est vraiment qu'on apprend des choses sur l'univers et qu'on va encore en apprendre. Comme je vous disais, donc là on a déjà vu un Lukiyu, on a déjà du coup un aperçu en fait d'une autre façon de vivre, puisque là les dieux ici ne sont pas encore endormis. Et donc on a aussi l'explication, avec le sang et la cendre, on nous avait dit que si les dieux aujourd'hui sont endormis, c'est tout simplement parce qu'ils commençaient à faire n'importe quoi, à abuser complètement de leur stature, leur place tout simplement dans la société en tant que dieu. Et justement on le voit avec Castille et Poppy en tant que bah c'est l'histoire, c'est comme ça. Mais là on le voit de fait, on voit bien des dieux qui abusent complètement de leur place, qui abusent complètement du fait qu'ils peuvent faire un peu ce qu'ils veulent parce qu'ils sont des dieux. Et donc c'est assez cool de voir justement ce qu'on connaissait de l'histoire en le vivant tout simplement ici. Donc ça c'est vraiment plutôt pas mal et j'adore ça. J'avoue que ça c'est le gros point positif pour l'instant. Et ouais, voir le parallèle, voir des choses bah, comme la pucelle, comme je vous disais. Hein. Poppy elle se demandait du coup non, la pucelle elle n'existe pas, c'était un mensonge des élevés. Et là on se rend compte que finalement c'était pas un mensonge, hein. Ils ont peut-être pas dit toute la vérité mais c'est pas forcément un mensonge. Et du coup de ce qu'on sait, de ce qui s'est passé de la pucelle, de ce que nous ont dit les élevés, on ne peut qu'imaginer ce qu'il va se passer à cette pucelle là. Est-ce que là aussi en tant que lecteur on se dit est-ce que du coup la pucelle va être tuée par le prince des ténèbres comme dit précédemment dans Le sang et la cendre, ou est-ce que non, est-ce que ça c'est un mensonge ou pas des élevés? On va le découvrir, en tout cas j'ai hâte, j'ai très hâte de le découvrir. Donc écoutez, c'est une bonne lecture, je suis trop contente de le découvrir. Tout simplement, je suis contente d'entamer à nouveau cette suite. Et j'adore l'univers vraiment de Jennifer Armentrout. On ressent bien hein, que c'est la même autrice, on ressent bien, on a les mêmes schémas, la même façon de faire dans le couple, dans la complicité entre les deux. Voilà, là-dessus c'est très similaire à Le sang et la cendre. Je vous retrouve, je suis à la page 544 et avant de vous parler de là où j'en suis, j'ai retrouvé ma petite liste de choses où je vous avais dit, je trouve des similitudes avec Le sang et la cendre. On sent bien que c'est la même autrice, que c'est la même plume, que voilà, on le sent, hein. Clairement il y a de ça. Je sais plus ce que je vous avais dit, mais j'avais noté notamment que entre Serra et H, justement ici, on a la même chose du côté faire semblant au début du livre. Au même titre qu'avec Poppy et Castille qui font semblant entre guillemets, voilà, donc ça c'est une similitude. Le fait qu'il aime qu'elle lui réponde vraiment clairement et qu'elle veuille le poignarder à tout bout de champ, ça c'est pareil, on est dans le même genre, le même schéma exactement. Et le fait qu'elle sache se battre et qu'elle n'ait pas sa langue dans sa poche, voilà, donc je sais plus si je vous l'avais dit ou pas, mais comme j'ai retrouvé ma petite liste, je me suis dit allez, je vous le dis. Bon, je pense qu'à 544 pages, je peux être sûre que ça va être ça jusqu'au bout. J'ai un gros point négatif, c'est que vraiment, je suis déçue des fautes qu'il y a dans ce livre. Que ce soit des mots manquants, des fautes où on a des mots qui sont à deux endroits dans la même phrase, ou un mot en trop. Enfin bref, à plusieurs reprises, c'est pas juste des fautes d'orthographe, c'est vraiment des fautes qui nous font buter en fait sur la phrase et ça me dérange en tant que lectrice, c'est pas du tout ce que j'aime. J'aime bien avoir une lecture fluide et là c'est pas ce que je retrouve malheureusement. À cause justement de ces fautes, à cause justement de voilà de ces... On bute sur cette phrase on se la relit deux fois pour être sûr qu'on a bien compris le sens. Bref, quand on est en plein dans une lecture c'est pas forcément agréable, donc ça c'est vraiment dommage parce que c'est quand même un bel objet livre. On est quand même sur 26,90 €, même s'il y a la jaquette, même s'il y a le hardback, on est quand même sur un objet livre qui est censé être travaillé et relu par plusieurs personnes, donc pour ce prix là c'est vrai que ça m'embête un peu qu'il y ait quand même autant de fautes à plusieurs reprises et ce pendant quand même beaucoup de temps dans le livre, donc à voir si c'est jusqu'à la fin, mais là c'est vraiment beaucoup. Quand c'est une ou deux fois ça peut arriver, franchement ça peut arriver les erreurs qui passent comme ça, mais là ça me semble quand même vachement beaucoup, ouais, carrément. En tout cas, à la page 544, je peux vous dire que j'adore l'univers qu'on découvre ici.
On en découvre beaucoup plus sur les dieux et c'est hyper agréable de voir en fait l'autre côté de la barrière. Avec Castille et Poppy, on était dans le futur, très loin dans le futur. Et en fait là on voit l'autre côté de la barrière, on connaît un peu plus les dieux, parce que ici les dieux ne sont pas endormis. On a donc cette vie avec les mortels qui cohabitent avec les dieux. On sait déjà certaines choses des dieux parce que les mortels qui sont dans le futur ont eu des personnes qui leur ont rappelé, qui ont gardé des mémoires. Mais voilà, là c'est complètement différent, on est avec les dieux, on les croise, on vit avec eux. C'est vraiment une autre façon de vivre du coup à cause de ça. Et j'aime beaucoup ça. J'aime aussi découvrir toutes les créatures justement qui sont là. On a les Draken qui du coup eux non plus ne sont pas endormis. J'adore, vraiment j'aime beaucoup parce qu'on est vraiment dans dans cet univers fantasy où les Draken sont là, ils sont en liberté, on va les croiser. Et d'autres créatures qui arrivent qu'on n'a pas forcément vues avec Castille et Poppy et d'autres qu'on a vues mais en tout cas qu'on découvre là. Et je trouve ça génial en fait parce qu'on a certaines réponses et certaines questions. On a des réponses dans ce livre là qu'on pouvait se poser dans le livre, donc le dernier, le tome 3 de Le sang et la cendre. Et en même temps on a ici des questions dans lesquelles en fait on a les réponses dans le futur, nous dans le tome 3, les tomes précédents avec Castille et Poppy. Et je trouve ça génial en fait d'avoir ces réponses justement entre les livres. Les livres se répondent entre eux. Et là on est à la place de personnes qui sont donc dans le futur plutôt. Non, Et là on est donc à la place de personnages qui eux sont dans le passé de Castille et Poppy. Ils ne savent pas ce qu'il va se produire, ils ne savent pas du tout que les dieux vont finir par être endormis. Et je trouve ça absolument génial de voir tout ce côté-là. J'aime également énormément l'alchimie entre Serah et Ash et la façon dont leur relation est faite. On a un peu une autre façon de faire cette relation, de voir cette relation ici par rapport à ce qu'on avait avec Poppy et Castille. Et j'aime beaucoup aussi la dualité qui se joue chez Serah entre le devoir qu'elle doit accomplir justement et le fait que elle ressent des choses et qu'elle-même elle est un peu entre deux en mode mais je dois faire ça parce que il faut, mais en même temps j'ai pas du tout envie de le faire. Et on a cette dualité justement qui se répond aussi avec ce truc de il faut que je le fasse, il faut que ce soit fait pour le bien, mais en même temps pour moi j'ai pas envie, je me sens pas, enfin voilà. Donc cette dualité qu'on rencontre entre il faut faire ce qui est au-dessus de nous et en même temps on n'a pas envie parce que nous j'aime bien ça. Et la dernière chose je pense que je remarque jusque là, c'est le fait que justement Ash et Serah sont pas des personnages bons. Ils sont beaucoup plus nuancés justement et ça j'aime beaucoup. On n'a pas ce côté un peu comme avec Castille justement qui est très bon pour les uns, mais en même temps si on l'ennuie ou si on fait un truc de travers, il vous enlève le cœur en 2 secondes. Vous avez beau être auprès de lui depuis 20 ans, ça ne change rien, même depuis 100 ans. Ça j'aime bien justement ce côté on est bon mais pas non plus bon en mode on tue personne, on ne fait de mal à personne. Non, on fait du mal, mais voilà, ça reste quand même, je sais pas, c'est vraiment, il y a ce côté, cette nuance justement. On n'est pas tout blanc ou tout noir, on est un peu gris et pour certains on va être les méchants et pour d'autres on va être les gentils et ça j'aime beaucoup. Et surtout l'un comme l'autre, ils ont clairement un côté revanchard qui les rend beaucoup plus sombres et j'avoue que ça j'aime beaucoup, j'adore. Voilà, avoir des personnages qui ne sont pas tout blancs, ça fait du bien, ça fait plaisir de voir que ouais, sur une fureur, ils peuvent se mettre à tuer n'importe qui comme ça parce que juste ils sont énervés et ils veulent leur revanche. C'est déstabilisant de la part de héros justement et ouais, c'est ça que j'aime je crois. J'aime bien le fait que on peut pas savoir à l'avance que il va y avoir jamais de mort de la part de ces personnes ou alors ce sera pas forcément les morts genre les méchants. J'aime bien ça. Même si on reste quand même sur le côté on est gentil. Mais on n'est pas tout blanc non plus. J'ai lu quelques pages encore, j'en suis à la page 658 et je reviens très vite vers vous parce que j'ai qu'une envie, c'est de retourner à ma lecture.
Mais là j'aime beaucoup, encore une fois on apprend encore plus de choses sur les dieux, des choses que même les mortels ne savent pas forcément. On voit vraiment l'envers du décor plus. Et ça j'adore, vraiment j'aime beaucoup ça. Et clairement là où j'en suis, on a vraiment un récit qui s'accélère et on a des révélations qui sont faites et des non-dits qui sont finalement révélés. Et j'avoue que là je suis très impatiente parce que je me demande vraiment comment va être la suite et comment va évoluer surtout la relation entre Serah et Ash. Parce que là ça part pas du bon pied, clairement là on part sur une pente plutôt basse. Donc ouais, j'ai hâte de savoir comment ça va se finir tout ça parce que ça sent pas très bon là pour nos personnages. Mais voilà, franchement là, je le sens là, on est vraiment sur l'augmentation, le récit qui accélère vraiment plus. Je vous en dis pas plus au cas où vous regardiez cette vidéo avant de l'avoir lue. Mais clairement, j'adore, j'aime beaucoup. Mais je peux quand même vous dire que je pense que j'aime moins que Le Sang et la Cendre. Parce qu'on a changé de personnage, Ouais, je suis moins attachée à Ash et Serah que à Castile et Poppy. Je sais pas trop si c'est la façon... Parce que je vois bien que c'est la même plume, c'est la même chose. On a les mêmes schémas au niveau de l'autrice, tout ça, mais en même temps, ou alors parce que je l'ai lu moins rapidement, j'ai mis 1 semaine et demie à lire, alors que la première fois que je les ai lus, les autres c'était en une journée, j'étais vraiment à fond dedans. Peut-être que c'est lié, mais ouais, j'ai eu l'impression d'être moins dedans que j'aurais pu l'être avec Castile et Poppy. Que j'avais pu l'être avec Castile et Poppy. Donc voilà, à voir avec la suite. Bon, je l'ai terminé hier soir. Franchement, comment vous dire, déjà j'ai adoré. Moins que, encore une fois, avec la saga Le Sang et la Cendre. Je pense que c'est le fait qu'on soit dans le même univers, mais en même temps, on change de personnage. Voilà, je pense que mon cerveau, il a peut-être un peu besoin de temps, j'en sais rien. Mais là-dessus, c'est vrai que j'ai un peu moins apprécié les personnages. Je me suis moins attachée à eux, à leur relation, tout ça. Mais il y a énormément de positifs. Franchement, j'aime énormément. Hein. C'est juste en dessous, je pense, que Le Sang et la Cendre. De Le Sang et la Cendre, mais c'est tout aussi bien. Franchement, j'aime trop. Entre Ash et Serah, j'aime beaucoup leur relation. Et j'aime bien aussi, personnellement, le fait que je trouve ici, il y a beaucoup moins de smut, de scènes. Il y a beaucoup moins ici de tensions sexuelles que ce qu'on a pu avoir entre Poppy et Castile. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y a beaucoup moins de scènes explicites, il y en a quand même, mais il y en a moins. Les révélations sur la fin, là la fin du livre, déjà elle se termine pas du tout comme j'aurais cru entre les personnages, mais en plus, ouais, ce qu'on y apprend, on est en mode, oula, waouh. Il y a quand même une chose que je m'en doutais un peu, donc je suis assez contente d'avoir vu ça. En général dans les livres, je suis toujours celle qui... Moi je le découvre littéralement quand l'auteur me dit noir sur blanc, il s'est passé ça. Sinon je suis vraiment une brêle pour ça, pour découvrir les choses, même si on a des indices en pleine face. Donc je suis contente de mettre quand même à un moment donné dans le livre dit peut-être que ce personnage là c'est ça. Et là c'était ça. Donc je suis plutôt contente de ça. Mais ouais, franchement c'est le gros plus là de cette fin. On a encore une fois on a continué sur la pente accélération du rythme du récit. Et vraiment on a encore plus vu les personnages, les actions, les créatures en action, ce genre de choses. On a vraiment découvert des choses. On a une grosse révélation que les mortels ne savent pas et donc que Serah ne sait pas. Et qu'ici bah, elle a appris en même temps que nous. Je suis désolée, la qualité autant audio que vidéo va être moindre. Ici ma caméra m'a lâché, j'ai plus de batterie. Donc bah, je vais vite fait terminer ce sur quoi je vous parlais. Clôturer cette vidéo finalement. Donc désolée d'avance pour la qualité de tout ça maintenant. En tout cas ce que je disais c'est que bah, j'aime toujours autant, j'aime vraiment beaucoup découvrir vraiment le côté des dieux, voir comment c'était que de vivre aux côtés des dieux, de découvrir des choses que même les mortels quand ils vivaient avec les dieux ne connaissaient pas, et découvrir des choses que les mortels qui quand les dieux sont endormis, donc dans ce qu'on voit avec Le Sang et la Cendre, justement ne voyaient pas, ne connaissaient pas, n'avaient pas connaissance. Donc de découvrir ça, franchement, j'ai adoré. Mais vraiment, j'ai trop aimé. Et encore une fois, la relation entre Ash et Serah, j'aime beaucoup l'évolution. Et comme je vous disais, la fin, c'est pas trop ce que j'attendais.
Et du coup bah, ça me donne encore plus envie de lire la suite, de comprendre la suite. Et ouais, de lire la suite. Là j'ai vraiment envie de savoir ce qui va se passer. Mais en même temps je suis contente de l'avoir terminé celui-ci parce que maintenant je vais pouvoir continuer avec le tome 4 de Le sang et la cendre. Et je suis contente de pouvoir retrouver aussi Castile et Poppy. Donc franchement une très belle lecture, une bonne lecture. On continue avec une plume qui est addictive, page turner plus encore une fois. Que vous dire de plus, vraiment j'ai pas noté trop de choses finalement pendant ma lecture. Il faudrait vraiment que je me réhabitue à écrire les choses que je pense au moment où je les pense. Le seul point négatif vraiment dans cette lecture, c'est quand j'ai buté sur des mots, sur des phrases, parce que la correction n'a pas été faite correctement, si je puis dire. Et ça c'est dommage, c'est vraiment dommage pour un livre de cette ampleur, pour une collection comme ça, d'avoir des fautes. Ça fait mal au cœur en vrai, d'en avoir autant. Encore une fois, quand il y en a un peu ça va, mais quand il y en a autant, c'est compliqué. Donc voilà, ouais, j'aime trop et j'ai envie de savoir la suite. Et en même temps, j'aime beaucoup, encore une fois, ce côté, les sagas se répondent entre elles. Puisque bah, là, avec ce livre-ci, on apprend des choses qui vont très certainement nous être utiles dans la suite de Le sang et la cendre. Et en même temps, on a appris des choses qui répondent à ce qu'on a pu voir dans Le sang et la cendre plus tôt. Donc voilà, j'aime bien ça et j'ai hâte de savoir comment justement l'autrice va jongler entre tout ça. Est-ce que dans Le sang et la cendre, le tome 4, on va aller sur la facilité en mode bon bah du coup je l'ai dit dans ce livre là donc on va pas le redire noir sur blanc, on va l'apprendre ou en passer très rapidement dessus, je sais pas trop comment elle va jouer, jongler entre toutes ces choses, mais j'ai hâte justement de voir ça, de voir cet exercice, comment il a été fait, voilà, donc j'ai hâte. Et je vous cache pas qu'hier soir j'ai déjà lu un chapitre du tome 4 de Le sang et la cendre, et j'ai commencé un autre chapitre mais j'étais trop fatiguée pour continuer. Donc voilà, je vais dès que possible vous en parler très vite et commencer un reading vlog sur cette suite de saga. J'espère en attendant que cette vidéo vous a plu. Je sais que ce sont des reading vlogs, que ça marche moins, que c'est pas forcément ce que les gens préfèrent. Surtout que là en plus je continue de faire la saga un livre par un livre et donc forcément les gens qui veulent pas s'intéresser à la saga vont pas regarder ces vidéos. Ou les personnes qui veulent pas parce qu'elles n'ont pas encore lu cette saga et qu'elles veulent la lire, et bien voilà, bref. Mais c'est pas grave, franchement j'aime trop cette saga, j'ai envie de vous faire ces vidéos. Donc je l'ai fait. Et voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Encore désolée pour cette fin niveau qualité qui va, je pense, grandement baisser. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé à nouveau cette vidéo en entier. Je vous remercie encore une fois du fond du cœur pour ça. Et sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Et n'hésitez pas à commenter, à aimer cette vidéo et à la partager autour de vous. Ça nous fait toujours plaisir, nous les créateurs de contenu, quand vous faites ça. Merci, merci à vous.